Eh bien, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode numéro 1 du Son du Mur où nous allons parler des news concernant le Trône de Fer, la série Game of Thrones ainsi que les nouvelles concernant le forum. J'ai avec moi mes intervenants habituels, Jean-Jean. Bonsoir. Et Nympha. Salut. Donc, on va déjà commencer vite fait par parler de ce qui se passe au niveau du forum et du wiki. Nympha, tu veux en parler ? Eh ben, allons-y. Parlons des choses qui fâchent. Comme vous l'avez remarqué, le site de la garde de nuit n'est toujours pas revenu en ligne. Mais on y travaille toujours. Ne vous inquiétez pas. Ryusma est sur le coup. On reconstruit le mur brique après brique. Là, en ce moment, le site est en phase bêta. Ryu est en train de recréer l'architecture. On ne sait toujours pas vraiment vous donner une date de mise en ligne, mais on n'a jamais été aussi proche. Pour parler des choses qui fâchent, par contre, il risque d'y avoir quelques pertes de données. On ne peut pas vous dire tout à fait combien, mais c'est un risque. Et ça, c'est les nouvelles tristes. Mais si vous voulez des nouvelles plus sympas, on est toujours en ligne quand même sur Twitter, où Anaver diffuse les news et la bonne parole de la garde de nuit par pépiment. Et on est aussi présent sur Facebook. On a un groupe, donc le groupe de la garde de nuit, qui est un groupe privé, donc il faut en demander l'accès. Là-dessus, il y a tout plein de news, notamment des news du forum. Donc on vous tiendra informé de la remise à jour du site. Et vous inquiétez pas, on y travaille, on bosse. Oui, effectivement, le Facebook est un peu devenu notre abri pendant la tempête, on va dire. Donc, suivez-nous sur le Facebook et sur le Twitter, comme l'indique Nympha. Pour continuer, je vais parler vite fait du programme de l'épisode. Donc, on va parler des news. Nous aurons une chronique d'un invité surprise. Nous aurons un débat sur un sujet. Sur un sujet surprise. Oui, sur un sujet surprise. Oui, j'aime beaucoup les surprises. Et à la fin, on aura les recommandations, comme d'habitude. Alors, donc, on va parler d'une news qui concerne toujours le forum, mais qui est vachement plus réjouissante. Et en fait, elle concerne plus particulièrement un membre de notre forum, qui est DNDM. Le 25 mars va sortir une anthologie de nouvelles dans laquelle se trouve une nouvelle qui a été écrite par lui. Alors pourquoi on en parle ? C'est parce que cette nouvelle, elle a été écrite, construite dans le contexte du NaNoWriMo, qui est un événement de novembre dernier auquel plusieurs de nos membres ont participé et pour lesquels on a créé une sous-partie du forum exprès pour qu'ils puissent laisser voguer leur fibre artistique. Et donc de là, DNDM a soumis une nouvelle qu'il a écrite à un concours de nouvelles qui est le prix des 1000 saisons. En fait, le prix des 1000 saisons, c'est un concours qui est organisé tous les ans par une maison d'édition du Grimoire. Ce prix publie donc chaque année une anthologie de 20 nouvelles qui sont des nouvelles autour de la lecture de l'imaginaire. Et en fait, le gagnant donc, sera publié et aura un petit prix pour pouvoir soutenir son projet d'écrivain. En plus de ça, donc, il y a aussi 20 illustrateurs qui participent et qui illustrent les 20 nouvelles. Ce qu'il y a de sympa, c'est qu'en plus, on peut voter pour notre nouvelle préférée. Donc, quand on achète le livre, on reçoit un petit code et on peut aller voter sur Internet pour notre nouvelle préférée. Nous, notre nouvelle préférée, ce sera celle de DNDM. Voilà, je vous le dis. Évidemment. Comment on se procure ce recueil de nouvelles ? Soit on va voir son libraire préféré,
soit il y a une boutique en ligne des éditions du Grimoire, ou bien tout simplement on envoie un mail à des NDM. Alors pour ça, vous pourrez nous contacter, nous envoyer un petit message par Facebook notamment pour qu'on vous donne l'adresse de DNDM, parce que je ne vais pas vous la donner ici ce soir en ligne. Lui, c'est son option préférée en fait. Il a vachement envie de papoter avec les gens qui ont envie de lire sa nouvelle. Donc du coup, n'hésitez pas à nous demander son adresse mail et à venir lui commander directement la nouvelle, enfin le recueil de nouvelles, et à lui faire plein de compliments sur sa nouvelle parce qu'il les mérite. Ah bah oui. Bon, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais même demander une petite griffe sur mon exemplaire, hein, parce que moi, je veux que ce soit signé, je veux que ce soit griffé. Bah ouais. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Tomber les voiles et ça coûte 25 €. Voilà. Cool. Bien joué des NDM. Hein. Et c'est une super expérience, je pense. J'espère que d'autres membres de la Garde de Nuit pourront peut-être à terme la reproduire. Ça pourrait être cool. Qu'on déniche le nouveau George Martin sur notre forum, ça pourrait être sympa. Vu que j'ai la parole, je vais entre guillemets enchaîner sur les news qui concernent le roman. Alors non, ne vous excitez pas, on n'a pas la date en avant-première du tome 6, hein, on n'a pas encore de news à ce niveau-là. On a juste appris qu'il y allait y avoir une ressortie de l'édition Pygmalion avec des nouvelles illustrations qui sont d'un goût quelque peu spécial, on va dire. Je suis pas fan. Hein. L'idée est louable. Oui, voilà, ce que j'allais dire. L'idée est louable. C'est sur les 15 tomes. Donc, du coup, ça sera beaucoup plus... harmonisé. Harmonisé, exactement. Merci. Donc, voilà, c'est une ressortie. À ma connaissance, il n'y a pas une uniformisation des traductions. Je ne crois pas. Je pense que, de toute façon, ça sera un peu trop tôt. Il faut attendre la sortie des autres tomes, des tomes 6 et 7 en anglais pour harmoniser un peu tout ça. Et il y a aussi, là c'est un petit peu plus, entre guillemets, précis, c'est la sortie des livres, mais au format iBook. Donc là c'est pas e-book, mais iBook, c'est-à-dire que c'est au format Apple. Donc c'est une version uniquement utilisable sur iOS, si je ne me trompe pas. Et pour avoir vu un peu une vidéo qui montrait les différents ajouts, j'avoue que je suis un peu jaloux de ne pas avoir un iBook en fait. Parce qu'il rajoute des illustrations. Vous avez, de ce que j'ai vu, les trajets des personnages. Je ne vais pas dire qu'il y a une chronologie des événements, mais ça ressemble un peu. Il y avait une espèce de trame qu'on voyait apparaître. Franchement, ça avait l'air super cool. Je regrette qu'ils ne fassent pas ça sur ou Android ou sur Kindle, mais bon, sur Kindle, ça me paraît être un peu compliqué. Mais voilà, donc si vous avez un iBook, je pense que c'est une bonne occasion soit d'acheter les livres si vous ne les avez pas au format électronique, soit de les racheter, puis de voir ce que ça donne, parce que franchement, moi, ça m'a vendu du rêve, hein, cette version. J'ai juste une question. Les livres, ils sont au format... ils sont en anglais ou ils sont en français ? Ils sont en anglais, oui, tout à fait. J'ai oublié de préciser, effectivement, c'est la sortie en anglais, pour le moment. Ok. Et donc, pour finir sur les news, je vais vous parler un petit peu de la série, parce que quand même, la série, c'est important. Donc d'abord, une nouvelle pas très drôle, mais donc l'acteur de Mag le Puissant, donc Neil Fingleton, qui est mort à 36 ans. Donc c'est un peu jeune. C'était un des 25 plus grands hommes de Terre. J'ai vu ça du coup en regardant, donc c'est quand même... il faisait 2,36 m, je crois. Ah ouais, c'est un géant, quoi. C'est ça. C'était un géant, voilà. C'était le dernier. Voilà, le dernier des géants est mort. Bon. Et sur une note un peu plus joyeuse, disons, à part pour les allergiques à la série, on a la date de sortie de la saison 7. Alors, ça sera le 16 juillet 2017, donc c'est pas mal plus tard que les saisons précédentes. Ah ouais, tout simplement parce que c'est 3 mois plus tard. Avril, mai, juin, juillet, ouais. Tout simplement parce qu'en fait, ça y est, c'est l'hiver. Ça fait 7 saisons que les Stark nous le disent. Et du coup, il fallait qu'ils tournent en hiver pour avoir de la neige. Et du coup, ils ont été obligés de décaler les dates de tournage. Et donc, du coup, en fait, ça décale tout, forcément. Et du coup, voilà, en plein été, on pourra regarder Jon Snow avoir froid.
Mais la bonne nouvelle, c'est que comme ça, on pourra en parler sur le forum parce que d'ici là, il est quand même assez probable qu'il soit de retour. Voilà, Oui, on il est espère. assez probable qu'il soit de retour. Et maintenant, on va accueillir notre invité mystère qui vient vous faire une petite chronique surprise. Alors, on dit merci à Chris. Et oui, Ouais, ouais, Chris. bravo. Coucou les amis. Coucou. Donc je me présente, je suis Chris, celui qui enregistre les émissions pour l'instant en tout cas. Peut-être qu'un jour je passerai le bébé à quelqu'un d'autre, mais pour l'instant c'est moi qui m'en charge. Et je suis venu vous parler de deux choses dans les news. La première, c'est qu'on a le nom de l'illustrateur du futur calendrier, donc le calendrier 2018. Que l'illustrateur de cette année était Didier Graffet et lui succède du coup Eric Fellagen. Alors un peu compliqué à googliser comme nom, n'oubliez pas de taper Trône de fer derrière si vous voulez trouver quelque chose. Cet illustrateur donc a dévoilé une première pièce, un premier dessin qui est Victarion Greyjoy sur la rive des îles de fer, et donc c'est Martine qui l'a annoncé sur son blog. Je suis aussi venu vous parler d'une deuxième chose sur laquelle je vais rester un peu plus longtemps, qui est la sortie, une compilation de musique du Trône de Fer, réinterprétée, réorchestrée par l'Orchestre Philharmonique de Prague. C'est sorti le 24 février. Et ça vient en complément en fait d'une série de concerts qui a lieu en ce moment dans le nord de l'Amérique, du Canada, un peu Québec, je crois, il y a eu un passage à Montréal, et bien évidemment les États-Unis. Alors qu'est-ce que c'est que cette tournée? C'est le compositeur Ramin Djawadi qui a décidé de partir avec non pas un orchestre mais quelques solistes. Et donc il s'installe dans des grandes salles quand même, puisque c'est l'équivalent de... Il fait des salles, c'est l'équivalent d'un Bercy en fait, hein, chez nous. Donc c'est quand même Ouais. des salles de 17 000 personnes, hein, c'est pas rien non plus. En termes de scénographie, il faut vous dire que c'est comme s'il avait choisi d'installer un orchestre symphonique sur la scène de Muse, hein, pour vous donner une petite idée. En termes de pyrotechnie, d'effets visuels qu'on peut avoir sur scène, c'est à peu près ça. Hein. Faut vous imaginer que lui, il est au milieu de deux scènes. Il y a une scène avec les choristes, il y a une scène avec l'orchestre, et lui il se balade entre les deux avec son synthé. Il y a des arbres qui sortent, il y a des flammes vertes, enfin il y a tout un tas de trucs apparemment, ça a l'air absolument dantesque pour un concert de symphonique. Il y a des gens qui parlent français, qui ont eu la chance de le voir, vous pourrez retrouver ça notamment sur El Bakin, il y a le modérateur principal qui a pu aller au concert puisqu'il habite à Montréal. Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'idée? Alors faut pas se leurrer, hein, si HBO lance une tournée de concerts du Trône de Fer, on va dire quelques mois avant la sortie de la nouvelle saison, c'est un outil promotionnel bien sûr, hein, mais c'est aussi l'occasion de faire parler un peu de la musique. Alors la musique, je sais pas comment vous l'appréhendez vous autres dans la série, tous les trois, mais Bah, pas elle est du tout. jolie. Elle est jolie. Non, moi j'aime bien la musique, elle est sympa. Elle reste enfin, le thème principal, il est connu hein, maintenant. On va dire qu'il reste dans la tête. Ouais, j'aime bien la musique, elle est sympa. J'aime bien surtout par exemple ah zut, je me souviens plus du titre, mais celui qui est diffusé dans l'épisode 10 de la dernière saison là, Ah, qui ne parle le pas. Light of the Seven du coup, c'est Oui, c'est ça? ça. Ouais. Light of Ah the oui, elle Seven. est trop Il est trop belle celle-là. génial et je me la repasse de temps en temps parce que franchement, elle est vraiment classe. Et ben vous allez être ravis parce que sur l'album qui est proposé donc par l'Orchestre Philharmonique de Prague, il y a une réinterprétation en fait de ce thème, de cette musique, mais pas seulement, hein. Bon, même si elle dure 10 bonnes minutes et que sur un album d'1h10, du coup ça fait quand même un bon gros pourcentage. Il se trouve que le choix de l'Orchestre Philharmonique de Prague, c'est donc de réorchestrer, de réinterpréter la musique de la série, ce qui est pas mal, parce que c'est eux qui ont partiellement enregistré en fait les BO qu'on peut entendre dans la série. Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme beaucoup de choses dans le cinéma et dans la télévision, on va avoir une partie de la production sonore, de la production musicale qui va être, j'ai pas le mot, qui va être exportée, qui va être sous-traitée en tout cas, Mhm. dans les pays de l'Est. Donc ça fait partie de ces choses-là. Donc cet orchestre de Prague a déjà participé, je vous disais partiellement, il y a un choix dans le mot,
à l'enregistrement de la BO parce que Ramin Djawadi compose à 90% sur du synthé en fait. Donc ce que vous entendez dans la série n'est pas complètement synthétique, mais il y en a quand même une partie, il y a certaines sonorités qu'il va aller chercher, pour lesquelles il va utiliser son synthétiseur. Donc c'est pas un hasard puisque Djawadi, il fait partie de la grosse boîte de production de Hans Zimmer. Donc si vous connaissez, c'est le grand monsieur du blockbuster hollywoodien, hein, à qui on doit, entre autres, les Pirates des Caraïbes, les Inception, les Interstellar et tout ça. Donc lui, il bosse vraiment beaucoup, 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 beaucoup sur du synthé, hein. Et donc il a donné ça à tous ses élèves, on pourrait dire, puisque Djawadi fait presque partie de ses élèves. Et là, on a quelque chose d'assez agréable quand on écoute l'album, c'est que ça a quelque chose de plus organique, de plus naturel, presque que la BO qui est un peu hachée parfois dans son écriture, sachant qu'en plus, c'est un peu une course contre la montre, hein, la façon dont ils enregistrent la bande originale, normalement. Djawadi compose les thèmes, en même temps le montage se fait, et donc pendant ce laps de temps, il faut essayer de combiner les deux, donc il n'a pas toujours le temps de bien faire. Donc là, c'est l'orchestre qui joue en live, donc c'est-à-dire que tout est enregistré d'une traite, hein, vous pourrez le voir, notamment le Light of the Seven, il y a une petite vidéo de l'orchestre qui est enregistrée en studio et qui s'est filmée, donc avec des webcams. Et donc on assiste à quelque chose d'assez sympa. Dans la réorchestration, on va retrouver des éléments que Djawadi n'utilise pas dans son orchestre, c'est-à-dire principalement des flûtes. En fait, on n'en entend jamais quasiment dans la BO. Et tout ce qui est des sections cuivre, trompette, trombone, corps. Et ça donne une autre dimension à la musique. Donc si vous avez l'occasion, allez y jeter une oreille, c'est plutôt intéressant. Il y a des trucs qui font un peu vieillot même par moment, puisque à force d'utiliser parfois les clarinettes et la flûte, on a un peu l'impression d'entendre Conan le barbare. Donc c'est assez rigolo. Il y a quelques titres comme ça qui sont plutôt marrants. Le début de Lannister Always Pays His Debts. J'ai un super accent anglais en plus. T'as vu ça? Donc le début de ce morceau-là, moi je trouve, alors il y en a qui sont pas d'accord, hein, Loops pour ne citer qu'elle. Le début de ce morceau ressemble un peu à un début de Miyazaki. Alors c'est un peu sur les 3-4 premières notes que ça va se jouer, mais il y a une certaine orchestration qui ressemble un peu à d'autres choses, donc c'est assez intéressant. Le seul reproche qu'on pourrait faire à cette compile, finalement, c'est le choix des titres. Parce que autant je trouve ça super intéressant qu'ils aient réenregistré, qu'ils aient réarrangé des morceaux, autant on entend quasi exclusivement que ce qui tourne autour de Daenerys, de Jon Snow ou de Ned Stark, et tout ce qui est un peu annexe comme certaines musiques utilisées pour les îles de fer ou même pour les Baratheons par exemple. Il y avait la musique d'entrée de Robert Baratheon qui était super intéressante, même si ça remonte maintenant à 2011 et à l'épisode 1 de la série. Ils l'ont pas mise, quoi. Ils ont fait le choix de pas mettre certains thèmes, ce qui fait qu'on a l'impression de se taper un peu toujours la même chose tout au long du CD, et notamment de se taper surtout les fins d'épisodes. Donc c'est-à-dire le moment où ça monte, le moment où ça pète et puis générique, quoi. Donc c'est un peu le défaut de l'enregistrement. Pour avoir une petite idée de quelque chose qui pourrait sembler un peu plus intéressant, là par contre il faudra se tourner vers le Film Music Festival qui a lieu lui aussi en Europe de l'Est, qui a lieu à Cracovie, et qui a lieu tous les ans là-bas. Et il y a eu un enregistrement de la musique de Game of Thrones en live là-bas. Et en 13 minutes, ils arrivent à couvrir finalement beaucoup plus de thèmes et de choses intéressantes dans la musique que ce qui est le cas finalement sur tout l'album enregistré par le Philharmonique de Prague. Donc bon, allez jeter une oreille, c'est toujours intéressant d'entendre la musique d'une autre façon et de l'entendre juste pour ce qu'elle est, sans par exemple, le mixage sonore qui peut intervenir sur la série. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cet album et sur ces titres. Très bien, merci Chris pour cette chronique sur la musique du Trône de Fer. Et maintenant, on va passer au débat. Mais avant ça, je vais juste faire une petite mise au point à propos des spoilers. Donc en fait, pour les spoilers, on va faire comme sur le forum, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est paru en français est susceptible d'être discuté. Donc voilà, on parlera pas des trucs qui sont sortis juste en anglais, ce qui me va très bien parce que je les ai pas lus, moi. Mais tout ce qui est sorti en français, on peut en parler, c'est considéré comme acquis. Éventuellement, dans certains cas spéciaux, on peut avertir avant si on juge que c'est vraiment nécessaire, mais dans l'idée, c'est ça. Et du coup, le débat du jour, donc la petite surprise de Geoffrey, ça va être un débat sur la théorie qui dirait que Tyrion serait en fait un Targaryen.
Donc voilà, peut-être qu'il y en a parmi vous qui nous écoutez qui ont déjà entendu parler de cette théorie. Dans l'idée, on va avoir Geoffrey qui va plutôt nous la défendre, nous expliquer les arguments pour, et Nympha qui va plutôt ne pas la défendre et nous expliquer les arguments contre. Et moi, je vais jouer un peu à l'arbitre parce que clairement, je suis pas au niveau nécessaire pour débattre là-dessus. Donc, je vais faire le rôle de l'arbitre / spectateur. Si je trouve qu'il y a besoin d'explications, j'interviendrai. Et donc, voilà, c'est à vous. Alors en fait, Tyrion Targaryen, qu'est-ce que c'est? C'est une théorie selon laquelle Tyrion ne serait pas le fils de Tywin, mais serait le fils d'Aerys Targaryen, après le viol par ce dernier de Johanna. Tyrion... Oui. J'interviens déjà. Oui. C'est forcément un viol dans la théorie? Il n'y a pas une potentialité dans la théorie que Johanna soit l'amante de Aerys? Oui, on peut effectivement aussi partir sur cette possibilité, même si personnellement j'y crois pas du tout. Disclaimer d'ailleurs, j'en profite. Je ne crois pas du tout à la théorie, mais je joue à l'avocat du diable pour le bien-être de ce podcast. Je tiens à le dire. Bravo Geoffrey, merci pour ton sacrifice. Donc voilà. Donc oui, il y a une possibilité aussi effectivement que Johanna soit consentante, même si quand on connaît un peu Aerys, on peut se demander si relation il y a eu, elle était vraiment consentante. Je vais d'abord laisser la parole à Nympha, à l'accusation, on va dire, au procureur général. Maître, c'est à vous. Alors, que dire? Bon, alors déjà, je veux bien reconnaître à la théorie des arguments factuels, qui est que techniquement, George Martin a effectivement semé des indices qui ne contredisent pas la théorie. En fait, pourquoi j'aime pas cette théorie? C'est parce que déjà, d'une certaine façon, ce qui m'embête, c'est que si Tyrion est un Targaryen, c'est qu'il n'est pas le fils de Tywin. Et ce que je trouverais très dommage, parce que pour moi, il y a une facette hyper intéressante dans l'arc principal de Tyrion et de Tywin, c'est leur relation, la relation de Tyrion à son père, elle est assez fascinante. Enfin, cette espèce d'Oedipe, le fait qu'il est au final le fils de son père qui ressemble le plus à Tywin, celui qui a pris finalement le côté stratège de Tywin, c'est lui, celui qui est au final le plus capable de gouverner Port-Réal, c'est lui. Et en fait, cette relation hyper conflictuelle, mais en fait hyper miroir entre les deux, je trouve que c'est quelque chose de passionnant dans les romans. Et du coup, je serais très 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 déçue d'apprendre que finalement Tyrion n'est pas le fils de Tywin. Et du coup, il y aurait un petit côté de tout ça pour ça qui serait un peu triste. Tu as d'autres arguments ou je peux enchaîner En fait, mon deuxième argument, c'est tout bêtement que les Targaryens, je les aime bien, hein, mais franchement, encore un Targaryen caché, ça va quoi. C'est bon, des Targaryens cachés. Alors, bon, déjà, on a Daenerys qui se promène là-bas au fin fond du monde, qui était une Targaryenne cachée qui va revenir. Évidemment, on avait Viserys avec, pareil, Targaryen, bébé exfiltré qu'on a caché pour après les faire revenir avec leurs dragons, tout ça. En plus de ça, on a Aegon, qui est un deuxième Targaryen caché. Bon, alors peut-être que ce ne serait pas un Targaryen, mais un feu noir. Et bon, j'ai envie de dire rouge bonnet, noir bonnet, vous voyez. C'est bon, un feu noir, c'est presque un Targaryen, quoi. Bref, et si ça se trouve, c'est même pas un feu noir, c'est vraiment un vrai Targaryen. On n'en sait rien. Ça, éventuellement, on en discutera à un autre moment. C'est une théorie qui est hyper intéressante, qui est pour le coup vachement bien sourcée et que
l'on pourrait trouver et que l'on pourra trouver quand le forum sera revenu sur le forum dans la partie théorie bien sourcée. Mhm. À l'inverse donc de la théorie sur Tyrion Targaryen qui, elle, elle est nulle, alors du coup, on va quand même pas la mettre en lumière, quoi. Oh là là. Quelles insultes sont faites à cette formidable théorie, enfin, voyons. Alors, je... Toi, t'y crois pas. Mais non, c'est difficile, c'est affreux. Donc, moi, je pense que cette théorie est une théorie très intéressante parce que déjà, elle montre à quel point Martin peut jouer avec ses lecteurs. Parce qu'il a toujours dit que les trois têtes du dragon n'étaient pas forcément des Targaryens. Et là, techniquement, Tyrion, c'est pas un Targaryen, tu vois, c'est un Lannister. Il a du sang Targaryen, mais c'est un Lannister dans son Ah ouais, tiens, être. d'ailleurs, au fait, dans les Targaryens cachés, j'ai oublié Jon. Mais oui, j'allais justement rebondir dessus. Enfin, dans le genre Targaryen. Non, il y en a marre des Targaryens cachés. Hein. C'est bon, les trois têtes du dragon. Pitié, pas un Tyrion Targaryen, c'est pas possible. Non, non, non. Ouais, il y a un On en a côté marre. trop facile, quoi. Objection, votre honneur. Je n'ai pas l'occasion de pouvoir Pardon. délaisser mes arguments. Objection. Accordé, allez, Ah. c'est bon. J'avais oublié que c'était moi l'arbitre. Eh oui. Désolé. Donc du coup, il y a ça, il y a ce côté, et puis aussi le côté un peu troll de Martin, puisque justement, comme tu le dis toi-même, il n'y a rien dans les textes qui contredisent formellement la possibilité. Et je pense que Martin s'amuse énormément à ce sujet. Ça le fait rire. Sincèrement, je pense que ça le fait marrer de voir les gens en train de s'écharper, entre guillemets, sur cette théorie. Et d'ailleurs, il en a remis une couche dans The World of Ice and Fire, puisque, en fait, il y a dans le chapitre concernant Aerys, l'une des premières choses que j'ai regardées, c'est est-ce que effectivement c'est possible qu'il y ait eu une relation, alors consentante ou non, ça, voilà, on ne le saura sans doute jamais, entre Johanna et Aerys. Et en fait, c'est possible. Au début, je ne pensais que c'était pas possible, mais en fait, si, c'est possible. Et chronologiquement, ça peut coller avec la naissance de Tyrion. Donc, voilà, vous relisez le chapitre concernant Aerys et lisez entre les lignes, vous verrez, tout est expliqué. C'est possible, c'est probable. Enfin, non, c'est possible. Du coup, ce qui est aussi intéressant avec l'image de Tyrion Targaryen, c'est l'image en miroir, mais cette fois non pas avec Tywin, mais avec Jaime, puisque du coup, ils seraient l'un et l'autre parricides de leur propre père, enfin du père de leur demi-frère en fait, puisque Jaime a tué Aerys, qui serait le père de Tyrion, et Tyrion a tué Tywin, qui lui est le père de Jaime. Et on sait à quel point Martin aime les images en miroir, aime les destins en miroir. Et du coup, c'est assez intéressant aussi de voir qu'il y a une possibilité que les deux frères, qui sont si dissemblables, mais si semblables, ne sont en fait pas des frères, mais des demi-frères, et qu'ils aient chacun tué le père de l'autre. Donc voilà, la théorie repose sur pas grand-chose, hein, c'est juste sur des possibilités, sur des lectures un petit peu, on va pas dire abscontes, mais très approfondies du texte. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est absolument pas réfuté par le texte. Donc, voilà, why not? Mais donc, en gros, si je résume, d'abord du côté Joff, les arguments en fait pour, à part le côté ça pourrait être intéressant parce que, en fait, c'est un peu juste, c'est possible, Oui, mais il y a rien qui va spécialement dans ce sens. tout à Alors, fait. il y a quand même un élément qui est l'attirance de Aerys pour Johanna. Ça, c'est un oui, élément ça, c'est- factuel. Parlez. On sait que Aerys a eu des gestes déplacés envers Johanna pendant la nuit de noces de Johanna avec Tywin. Oui. Et il est fortement suggéré que Tywin ait eu un problème avec Aerys à cause de sa relation un peu poussée avec. Avec Johanna. Oui, clairement. Ok, donc ça, c'est un argument quand même qui va dans ce sens-là. Et il y a aussi, si je ne m'abuse, le fait que Tyrion fait des rêves de dragon depuis toujours. Plus ou moins. Effectivement.
Oui, mais bon. Alors là, je vais passer de l'autre côté, hein, vous voyez, mais j'ai envie de te dire, un enfant qui est complètement difforme et qui n'a, enfin, et qui, on lui rappelle tous les jours que c'est un monstre, je pense qu'au bout d'un moment, il va, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, hein, il va s'évader dans un monde, entre guillemets, imaginaire, et il va se dire, bah, ouais, j'aime les dragons, quoi. Enfin, je veux dire, dans mon esprit, c'est plus une manière pour Tyrion de s'échapper de son quotidien et de s'imaginer, entre guillemets, en héros qui monte un dragon, plutôt que Tyrion Targaryen qui, oh là là, rêve de dragon parce que c'est un Targaryen et que tous les Targaryens rêvent de dragon. Oui, Hein. oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est un des arguments qu'on peut avancer pour la théorie, quoi. Ouais. Ah, mais il y a beaucoup Mais sinon, d'arguments je qui voulais. peuvent être avancés, hein, parce que j'ai quand même lu une fois que Tyrion a les cheveux légèrement plus clairs que ceux de Cersei et Jaime. Oui. Donc forcément, c'est qu'il est blond Targaryen puisqu'il est blond plus Ouais. clair. Donc Ouais, on peut là, en faut pas trouver, hein, des exagérer non plus. arguments, mais il y a des moments. Hein. Bah après, Ok, et factuellement, il sinon, n'y a rien qui l'empêche, hein, mais bon. Oui, pardon, Jean, je t'ai coupé. ouais, sinon, je voulais juste rebondir sur deux trucs que Nympha a dit. Mhm. Donc, il y a un qui va dans le sens de Nympha et un qui va pas dans son sens, parce que je suis quand même un très bon arbitre, faut le reconnaître. Donc, dans le sens de Nympha, bon, faut avouer que, en fait, pour moi, l'argument majeur, globalement, c'est un peu le côté, ça serait trop facile, quoi. C'est-à-dire que, bon, bah, Tyrion Targaryen, ok, bon, bah voilà. Le Lannister cool, en fait, c'est encore un Targaryen. Il va monter le dragon, les 3 têtes du dragon, ça sera les 3 Targaryens. Bon, il y a ce côté encore trop facile, qui potentiellement nous vient aussi plus facilement parce que on a attendu beaucoup la suite. Oui. Parfois, je me demande si toutes ces choses qu'on trouve trop faciles, on les trouverait aussi trop faciles si on avait eu à les avaler en moins de temps. Mais bon. Et l'autre truc sur lequel je voulais rebondir, c'est à propos du fait que Tyrion est un peu le fils de Tywin qui lui ressemble le plus. Je pense que ça, de ce côté-là, ça peut être intéressant aussi de se dire que si Tyrion n'est pas le fils de Tywin, en fait, ça va dans le sens de temps en temps, Martin, il fait ça, pas souvent, mais je trouve que de temps en temps, il fait un peu du non-déterminisme, c'est-à-dire qu'il montre que l'éducation, ça a aussi beaucoup, beaucoup sa place dans la façon dont les gens évoluent. Et qu'en fait, Tyrion, il évolue comme un petit Tywin parce qu'il est élevé par Tywin. Ça veut pas forcément dire que c'est son fils. C'est un peu ce qu'on a avec Jon, qui est élevé comme le fils de Ned et qui finit en mini Ned, un peu, alors que ça l'est pas du tout. C'est ce qu'on pourrait avoir aussi avec Aegon, si on revient sur la théorie de Aegon qui serait pas Aegon. Il est élevé en croyant qu'il est Aegon et du coup, il se comporte comme ça. Enfin, il y a quand même Ouais, mais régulièrement. dans le cas de Tywin et Tyrion, Tywin a quand même beaucoup rejeté Tyrion. Donc Tywin n'a jamais modelé Tyrion à son image et Tyrion n'a jamais vraiment voulu être Tywin. Ça, je suis pas certain. Enfin, Ça, il- ouais, je pense il a... qu'inconsciemment, il s'est modelé comme son père parce qu'il s'est dit qu'en se modelant comme son père, bah, son père allait finir par l'accepter. Sauf que son père, non, il a tué sa femme, c'est un être monstrueux, enfin, il va pas l'accepter. Mais je pense que dans son esprit, c'est ça, c'est inconsciemment, il a cherché à se rapprocher plus de son père et bah, tout simplement en devenant lui, un mini lui. Bah, je pense Ça, que pas forcément un mini lui, parce que c'est aussi son pire critique. Ah Il oui, veut pas être, il veut pas être totalement Tywin. Et je disais, oui, il le dépasse aussi complètement du point de vue humain, en quelque sorte. Tyrion, c'est quand même quelqu'un de profondément humain, de généreux, de gentil, etc. Enfin, il a beaucoup de qualités que Tywin n'a pas du tout. ou que Tywin n'a plus depuis la mort de sa femme. Faut pas oublier qu'on a une image aussi de Tywin après la mort de sa femme, et aussi on l'a par la vision de son enfant qu'il déteste le plus. Donc forcément, ça influence. Je dis pas que Tywin c'est un mec ultra rigolard et que il donne des claques sur les fesses des servantes quand il est au bar. Hein, c'est pas ce que je dis. Mais je me demande s'il est aussi austère et froid que l'image qu'on peut en avoir aujourd'hui. Ouais, il a quand même rasé Castamir, quoi. Ouais, mais bon, Ouais, oui, mais mais quand tu connais l'histoire, ça s'explique de pourquoi il a rasé. Oui, certes, mais bon. et est-ce que Tyrion n'aurait pas été capable de raser Castamir, hein? Moi, je pense que
certes. C'est pas une question Ah oui. d'humanité pour le coup, Castamir. C'est une question de pouvoir et de force. Et je Oui. pense que Tyrion, pour montrer le pouvoir Lannister, il serait tout à fait capable de faire un Castamir bis. D'ailleurs, on C'est sait pas, possible. mais peut-être que s'il est à la tête des armées de Daenerys, euh, on n'est pas à l'abri des pluies de Mérine. Ah oui, oh, ça va être funky ça aussi. Mais bon. S'il se réveille un peu, parce que là... Ah oui, mais chut, c'est terrain glissant, on peut pas en Oh parler. là là. Ah, ça me démange tellement de faire un épisode spécial sur... Bon, bref, passons. Donc, Bon, bah donc voilà, je pense que... Est-ce que vous avez d'autres arguments ou contre-arguments à porter chacun? là, comme ça, non. Enfin, j'en ai un que j'aime bien, assez répété, mais contre la théorie, en fait, c'est que je me dis que si Tywin avait le moindre doute que sa femme ait été violée par Aerys, déjà, Aerys, il se prend une quiche dans sa tête, mais genre méchamment. D'une, Tywin, il se rebelle, c'est clair et net, et le gamin, il survit pas. Je pense que le gamin ne survit pas. Et pour moi, le fait que Tyrion soit vivant est l'une des, entre guillemets, des plus grosses preuves que, bah oui, c'est bien son fils. Oui, il pourrait ne pas le savoir aussi. Ouais, mais j'imagine pas une seule seconde la possibilité que Johanna ait pu, entre guillemets, cacher un viol ou une relation avec Aerys. C'est Aerys, quoi. Le mec, on sait quand même comment il est violent. Je veux dire, Ouais. ta femme arrive dans ton lit conjugal, elle a des bleus, tu vas pas te poser de questions. Enfin, je sais pas, hein, mais Oh bah, elle peut très bien avoir dit qu'elle s'est fait tabasser par Cersei, hein, c'est crédible. ouais. Alors, oui, mais oui, mais non. Non, franchement, j'y crois pas une seule seconde. Après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que l'image que j'ai de Tywin est un petit peu trop, entre guillemets, idéalisée à ce niveau-là, mais je pense que c'est quand même l'une des, entre guillemets, seules vertus qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il aimait profondément sa femme et que il aurait eu le moindre doute, mais la tête d'Aerys, elle volait. Il fallait pas attendre le marteau de Robert pour tuer Rhaegar. Je pense que la tête, elle partait, mais direct. Bah après, on en arrive aussi au fait que potentiellement, ça aurait pu être consentant aussi, et auquel cas Johanna peut lui avoir caché, hein. On la connaît pas tant que ça, cette Johanna, et on a sa vision uniquement par Jaime et Cersei, qui forcément idéalisent énormément leur mère, et par Tywin, qui idéalise énormément sa femme. Donc on n'en sait rien au final. Là, on a inversé nos rôles dans le débat mais, avec Geoffrey, mais Vous avez vu avec talent. au final, rien ne nous dit que Johanna n'aurait pas pu être consentante dans le lit d'Aerys et qu'elle ait caché des choses à son mari. Ouais. Moi, je reste quand même persuadé que. Bon, donc si je résume, en fait, c'est une théorie qui est un peu jolie et qu'on peut pas formellement réfuter, mais on n'y croit pas trop, quoi. On n'y croit pas trop. Mais Martin aime bien jouer avec, donc on peut se dire aussi que, ouais, il va peut-être nous le sortir de derrière les Fuego et on va avoir je sais pas, un flashback. Ah, en fait, c'était un Targaryen, un Tintin. Ah non, ce serait pas ridicule. Non, pas de Targaryen caché. Ah ouais, non, j'avoue, ça ferait beaucoup là. Très bien, bah on va passer aux recommandations du coup. Donc, Geoff, on t'écoute. Eh bien, moi, en ce mois de mars, je vais faire une recommandation très originale puisque je vais recommander Zelda Breath of the Wild, le tout nouveau qui est sorti. Donc, il vient juste de sortir sur Switch et sur Wii U. Donc, je l'ai sur Switch, là, je le teste depuis qu'il est sorti le 3 mars. Et franchement, c'est jouissif, sincèrement, c'est génial. J'ai retrouvé j'ai retrouvé l'ambiance que j'avais ressentie quand j'avais joué au premier Zelda en 88 sur NES.
C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Pour faire vite fait le pitch, parce que je pense que entre guillemets tout le monde connaît, Legend of Zelda, c'est vous êtes Link, vous êtes le héros et vous devez sauver la princesse dans le monde d'Hyrule. Voilà, c'est clair, net, simple, précis, il n'y a pas de fioriture. Sauf que là, il y a un petit twist à l'histoire, hein, il y a un petit retournement de situation. Link se réveille après 1000 ans de sommeil. Hyrule est complètement, entre guillemets, détruite. Apparemment, il y a eu une apocalypse. Ganon s'est emparé du château. Et vous devez évidemment aller sauver la princesse Zelda. Et le monde est complètement ouvert. C'est-à-dire, imaginez un peu The Witcher 3, imaginez Far Cry, imaginez GTA. C'est-à-dire, vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez, de la manière dont vous voulez. Il y a énormément d'inventivité au niveau du gameplay. Et ça, j'insiste, parce que Nintendo, alors, au niveau technique, c'est nul à chier. Je vais être très franc, c'est un jeu de 2013, on va dire. Mais au niveau du gameplay, si vous aimez les jeux, si vous aimez jouer, c'est génial. Vous pouvez résoudre des situations de 5 ou 6 manières différentes. Il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé qui vont surgir devant vous et vous faites « Ah mais oui, en fait, c'est évident ». Un exemple très rapide, j'ai par exemple une torche dans mon inventaire. Dans cet épisode, on peut faire de la cuisine. J'approche d'un pommier, ça m'emmerde de récupérer les pommes du pommier. J'approche la torche des pommes, les pommes cuisent et je récupère une pomme cuite tout de suite. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est débile, mais ça marche. C'est du gameplay entre guillemets émergent, c'est-à-dire si vous y pensez et si les programmeurs y ont a priori pensé, ça fonctionne. C'est vraiment génial. L'univers est immense. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Moi, j'ai pris une claque. Là, j'y joue depuis plus d'une semaine et franchement, j'ai pris une claque comme rarement. Et voilà, c'est franchement cool. Juste petit bémol entre guillemets, si vous avez une Wii U, n'achetez pas une Switch pour ce jeu. Ça sert à rien, sincèrement. Jouez-y sur Wii U si vous voulez, mais n'achetez pas la Switch pour ce jeu. Ça sert à rien. Si vous avez déjà la Wii ou la Wii U, voilà. Si vous avez zappé cette génération-là, c'est-à-dire la Wii, la Wii U. Laissez-vous si vous voulez tenter par la Switch. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais sinon, ça sert à rien. Prenez-le sur Wii U. Voilà, c'était ma reco. Bah, merci Geoff, c'est vrai que ce jeu, j'en ai entendu parler beaucoup. J'ai lu pas mal d'articles dessus qui sont à peu près tous unanimes. Ah ouais, non, mais franchement, il est génial. Et ouais, ça me donne très très envie. J'adore Zelda en plus. Moi, j'ai juste un problème en général avec les mondes trop ouverts, justement, parce que je trouve que c'est trop long et que comme j'ai pas le temps, à chaque fois, je me dis, oh, mais j'aurai jamais le temps de jouer à ce jeu parce qu'il y a trop de choses à faire. Mais dans l'idée, j'ai très très envie de me remettre à jouer aux jeux vidéo pour ça. En plus, ce qui est cool dans celui-là, c'est si tu as envie, tu commences le jeu. Bon, tu as une phase de tutoriel, hein, vite fait, mais tu peux aller à la fin de cette phase de tutoriel au dernier boss, tout de suite, à poil. T'y vas. Ouais. Voilà. Mon but, c'est pas de mourir non plus. Oui, voilà. Moi, j'attends énormément les speedrunners, c'est-à-dire les gens qui finissent les jeux le plus rapidement possible. J'attends de voir les vidéos, ils le finissent en un quart d'heure. Ça va être oufissime. Mais sinon, ouais, franchement, c'est jouissif. J'ai retrouvé mon expérience de 88. Quoi. C'est génial. Zelda, c'est bon, mangez-en. Il n'a pas volé ses notes. Voilà. Très bien. Nanfa, ça t'intéresse un peu ou pas, Zelda? Bah écoute, alors moi, je suis une très très mauvaise geekette, c'est-à-dire que moi, je ne joue pas du tout aux jeux vidéo et j'ai jamais joué de ma vie aux jeux vidéo. Donc Zelda, ouais, je vois bien la tronche de l'espèce de mini Robin des Bois ridicule et de sa princesse en rose, mais bon. Comment ça, Link est ridicule? Mais non. Voilà, désolée. Mais ça a l'air vachement cool, hein, dit comme ça. Juste, j'ai pas du tout la fibre jeu vidéo. J'ai jamais eu la patience de rentrer dedans. Et en fait, pour tout vous dire, je sais pas me servir d'une manette de console. Donc, à vrai dire, non, vraiment, je suis une très mauvaise geekette. Quand tu passeras à la maison, je te ferai tester. D'accord. Mauvaise geekette sur les jeux vidéo, mais grosse geekette en série télé, Nanfa, quand même, non? Ouais, ça par contre, je suis une bonne geekette. Et d'ailleurs, ma nouvelle reco, c'est aussi une reco qui nous rajeunit pas, parce que autant Zelda, ça date de 88 dans les souvenirs de Geoff, autant ma reco, c'est une reco qui va concerner la série Buffy. Et pourquoi j'en parle maintenant? C'est parce que Buffy, ce mois-ci, elle fête ses 20 ans.
Voilà, voilà. Et donc, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ah ouais. Et donc, en 1997, a débarqué sur les écrans de la W Television une tueuse de vampires dans un lycée américain hyper typique, Buffy. Et alors moi j'avoue, je pense que c'est ma série culte. Hein. Je suis super fan de Buffy. Ça, à l'époque, ça avait une très mauvaise presse. Ça passait dans la trilogie du samedi bon, les ados de mon âge étaient fans, mais bon, à part ça, les parents étaient là en mode oh là là, encore une niaiserie américaine. Mais pas du tout. Buffy, c'est beaucoup plus qu'une niaiserie américaine parce que, alors, il faut bien reconnaître qu'en France, la mauvaise presse est en partie due au fait que le doublage de la série est désastreux. On perd énormément à la traduction parce qu'en fait, Buffy, c'est une série qui est pleine de double sens et de petits clins d'œil cachés et plein d'ironie. Et tout ça, ça n'a pas traversé l'Atlantique. Malheureusement, dans la traduction française, on zappe toute une partie toute une partie profonde des personnages. Et c'est du coup pas étonnant que les adultes à l'époque se soient dit non mais quelle niaiserie ce truc en regardant 4-5 images de la série. Mais Buffy, c'est une série qui est super forte sur ses personnages. On n'a pas juste le personnage de la tueuse qui est le personnage d'une héroïne. On a toute une galerie de personnages secondaires qui sont super attachants. On avait tous un petit chouchou et ils ont tous des petites pointes d'humour, un caractère hyper reconnaissable et on les suit en fait dans leur passage à l'âge adulte et on est loin de juste une pauvre série sur des vampires et un truc fantastique neuneux. On est sur une série qui a beaucoup de niveaux de lecture et donc qui parle notamment des troubles qu'on a à grandir, à voir son premier amour se casser, à voir ses parents décédés, à voir il y a voilà toute la symbolique de grandir, elle est contenue dans Buffy et Buffy, c'est aussi une série hyper féministe, bien avant l'heure. Oh oui. Voilà. Buffy, c'est un personnage de femme super forte. Et il n'y en avait vraiment pas beaucoup à l'époque. Même aujourd'hui, il n'y en a pas des masses. Mais Buffy, elle a ouvert la voie à des tas d'héroïnes. Et rien que pour ça, on peut la remercier. Donc on remercie Joss Whedon, qui est le créateur de Buffy, parce qu'il a fait un super méga trop bien boulot. Ah, c'est clair. Joss Whedon est mon dieu. Hein. Ça, c'est... Ouais, si. Je l'aime, Joss Whedon. Et puis voilà. Et puis j'aime Buffy et j'aime tous ses personnages. Et j'aime aussi les personnages de son spin-off Angel, qui avait une Angel. En fait, c'est marrant parce que ça a beau être un spin-off avec des personnages qu'on connaissait super bien dans la série, la tonalité elle est totalement différente. Elle est beaucoup plus sombre et adulte. Et c'est un pendant de Buffy qui est aussi jouissif à suivre. Et regarder les deux à la fois, c'est vraiment top. Et puis Buffy, c'est aussi le meilleur épisode de toute l'histoire de la série du monde entier. C'est Once More With Feelings, l'épisode musical que tous les ans je le réécoute et je connais toutes les chansons par cœur, quoi. Voilà. Ouais. Donc les plus jeunes ou les plus vieux qui regardaient Buffy d'un air dédaigneux, penchez-vous sur la question et regardez-les. Au tout début, ça peut paraître kitsch, parce qu'il faut bien l'avouer, la première saison, il ne devait pas avoir beaucoup de moyens
et ça n'a pas forcément hyper bien vieilli, mais on se laisse happer et elle est géniale cette série. Bah merci Nympha, ouais. Je pense que je fais Ouais. effectivement partie des plus jeunes qui n'ont pas vu Buffy. Quoi? Mais oui, mais c'est vrai que j'en entends parler beaucoup. Bah là, en ce moment, avec les 20 ans, j'en ai encore beaucoup entendu parler. Et je me dis de plus en plus que c'est effectivement peut-être quelque chose qu'il faudrait que je regarde, que je me fasse une rétrospective. Mais t'adoreras en plus, tu Ah verras. mais oui, en plus te Il y a connaissant. des chances en plus. Ah ouais. Ah Il va ouais, vraiment falloir que je me fasse ça. Mais bon, je suis en train de me faire une rétrospective Glee là déjà, donc on peut pas tout faire à la fois. Ouais, bah passe de Glee à Buffy, c'est mieux. Ah, Je les ai valide. déjà vu Glee en plus. Voilà, En passe plus. En plus. Ok. Mais ma recommandation à moi, ça va pas être Glee. Ça va pas être un livre non plus parce que j'ai toujours pas fini Téméraire, donc voilà. Je vais vous parler d'un film qui est sorti pas récemment, qui est Gardien de la Galaxie, en fait, parce que bah, y a le 2 qui va sortir bientôt. J'ai vu la bande-annonce il y a une semaine et je me suis dit, oh là là, il était quand même vraiment bien ce film. Ah mais oui, mais le premier était génial. Voilà, et pour tout vous dire, je vais le re-regarder ce soir, à peu près juste après le podcast. Donc, je vous fais la recommandation sans l'avoir revu, donc de mémoire. Pour les gens qui connaissent ma mémoire, c'est pas gagné d'avance. Oui, Il va inventer plein de trucs géniaux. c'est ça. Mais avant tout, en fait, pour resituer Gardien de la Galaxie, j'aimerais repartir du moment où j'ai vu la bande-annonce du premier pour la première fois. Ah oui. En fait, quand j'ai vu cette bande-annonce, j'ai cru que c'était une fake. C'était J'ai une vu la parodie. bande-annonce, je me suis dit, oh, il y a des gens qui ont fait une parodie de bande-annonce de Blockbuster, c'est assez drôle, hein. Parce que clairement, cette bande-annonce, il y avait un raton laveur qui parlait, qui disait des jurons tout le temps et qui tirait au flingue. Il y avait un espèce d'arbre. Il y avait un espèce de gros loser beau gosse. Il y avait des espèces de filles aliens de toutes les couleurs. Et dans des vaisseaux spatiaux et tout. J'étais ah, mais ils se sont donnés, c'est vraiment drôle, franchement. Qui a fait ça? Est-ce qu'ils ont fait d'autres parodies de bande-annonce? Et après, j'ai vu que c'était Marvel en fait qui avait fait ça. Donc je me suis dit, ok, faut que j'aille voir ce film. Et j'ai eu ce à quoi je m'attendais globalement, hein, c'est-à-dire un blockbuster quand même. Hein. On a Oui. des héros gentils qui doivent sauver le monde contre les méchants, hein, en très résumé. Après, c'est un Marvel, Ça, c'est un blockbuster Marvel, hein, faut pas oublier. c'est ça, c'est un blockbuster Marvel et il est vraiment, vraiment très drôle, complètement déjanté. Enfin, c'est la bande-annonce un peu pendant tout le film. C'est n'importe quoi. Clairement, ce film, j'ai adoré. Voilà, il y a des moments drôles, il y a des moments touchants et émouvants. Il y a une histoire quand même à peu près intéressante. Des scènes d'action, des scènes de tension. Enfin, tout ce qu'on peut demander d'un blockbuster, avec en plus un côté complètement décalé. En fait, comme j'ai l'impression que comme c'est un Marvel qui est un peu intégré dans les autres Avengers, etc., mais de très très loin, complètement séparés malgré tout, j'ai l'impression que du coup ils se sont complètement lâchés, ils se sont dit mais ok, on s'en fout, on fait n'importe quoi, et qu'ils ont dû dire genre à tout le monde mais vous avez des idées? Quoi? Un arbre qui dit des trucs vaguement qui marchent à 2 à l'heure? Ok, allez, on le met, ça fait un peu Hans du Seigneur des Anneaux, mais c'est pas grave. Le raton laveur, etc. Bon après, voilà, c'est à peu près tout ce dont je me souviens, mais voilà, c'est vraiment un blockbuster léger, très drôle. Je pense qu'il peut plaire même aux gens qui aiment pas trop les blockbusters, même s'il reprend certains des codes quand même. Je sais pas si... Bon, Geoffrey, je pense que tu l'as aimé. Nympha, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu, je l'avais adoré aussi. Et puis en plus, je suis amoureuse de Chris Pratt depuis que je l'ai Voilà. vu dans Everwood. Et après, je l'ai vu dans Parks and Rec, qui sont deux de mes séries préférées aussi. Alors voilà. Oh là. Puis il a perdu Parks and 20 Rec, kilos c'est trop entre bien. Parks and Rec et Ouais, Guardians mais of arrête, the c'était Galaxy. trop drôle parce que du coup, ils l'ont mis en plein milieu de Parks and Rec parce qu'il tournait encore dans Parks and Rec à l'époque. Donc du coup, au moment où il a perdu ses kilos, c'était l'intersaison. Et donc, il revient dans la nouvelle saison et sa meuf qui lui dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais t'es musclé maintenant, mon chéri. Et voilà, c'était trop drôle. Bref, Parks and Rec, c'est vachement bien aussi. Mais ouais, les Gardiens de la Galaxie, il est super drôle. C'est vrai que c'est un film. Et en plus, la BO est géniale.
La BO est Oui. géniale. Moi, Oui, c'est une des BO que j'écoute régulièrement pour me donner de la pêche, quoi. Le matin, je suis au radar, j'ai la flemme d'aller au bureau, hop, je me mets un petit coup de Gardien de la Galaxie. Ouais, c'est très intéressant comme BO en plus vu qu'il y a tout ce système de à peu près toute la BO qui est basée sur une cassette audio qui date des années 90, Non, c'est années 60, années 60-70. années 60. Bon voilà, d'il y a longtemps. Oui, Il c'est y a plus longtemps. années 60 d'ailleurs. Ouais. Ça va, hein, années 90, il y a longtemps, il y a Non, longtemps. c'est vrai que c'est pas du tout de la musique des années 90 en plus, donc Mais non, tu dis des bêtises, Jean-Jean. ouais, je dis des bêtises, mais j'avais prévenu au début, donc c'est pas très grave. Donc Mais voilà d'ailleurs, pour ma recommandation. D'ailleurs, du coup, j'attends vachement au tournant la BO dans le deuxième épisode. En fait, j'ai un peu peur qu'ils aient trouvé toutes les musiques cultes dans le premier et qu'on n'en ait plus dans le deuxième. Non, il y en aura. Peut-être Si, qu'il va avoir une nouvelle cassette. Ah bah oui, bah oui, à la fin du premier, je crois qu'on a Ils la trouvent deuxième- ils trouvent une deuxième cassette dans le. on trouve le volume Ah 2. ouais? Ah, Ouais. je me souviens On pas. trouve Awesome Mixed volume 2. Et d'ailleurs, Ah, le deuxième s'appellera volume 2. Ils ont été très loin sur le coup. Il s'appellera... Et là, vous entendez donc Chris qui est de retour. On dit bonjour Chris. Bonjour. Non, bah pour rebondir juste vite fait sur ce que disait Jean-Jean, c'est un film qui est un peu déjanté. Il faut savoir que le réalisateur qu'ils sont allés chercher pour le faire, il est un peu déjanté aussi, quoi. C'est James Gunn à qui on doit Horribilis, dans lequel Nathan Fillon fait des remarques hautement féministes de type les femmes win plus fort que les hommes. C'est aussi le réalisateur d'un film qui s'appelle Super, que vous avez peut-être vu. Donc, qui s'attaquait déjà au mythe du super-héros avec un personnage qui essayait de devenir super-héros mais qui n'y arrivait pas bien et qui du coup son super pouvoir c'était de taper les gens à la clé à molette, quoi. Donc c'est un film qui est assez drôle mais assez triste en même temps parce que c'est un type qui a pas de bol dans la vie, qui a une révélation de Dieu, qui lui dit tu dois devenir super-héros et il tape des gens à la clé à molette. C'est un peu barré, quoi. Voilà. Tout ça pour dire. Bref, ma reco, moi, ma recommandation a pas du tout de rapport avec ça, même si ça pourrait y ressembler, parce que j'aime bien Horribilis, surtout en lendemain de soirée. Mais je vais conseiller un jeu, non pas vidéo, mais de plateau, du coup, qu'on a découvert il y a pas longtemps, qui date un peu, parce qu'il date d'il y a un an et quelques, c'est Celestia. Auquel vous avez peut-être déjà joué, je pense à peu près tous. Oui. Qui est un jeu où on est des petits explorateurs qui allons partir sur des îles flottantes dans les airs. On pourrait penser même à Avatar dans ce cas-là. Et on va essayer d'aller les explorer le plus loin possible. Donc le but, c'est un jeu où on va miser un peu pour savoir si on continue l'aventure ou si on choisit de s'en aller. Et le but, c'est d'amasser le plus de richesses et bien évidemment d'être le meilleur explorateur possible. Donc ça, c'est un petit jeu de plateau sympa. Ce qu'il a comme avantage, c'est que c'est un jeu où on est contre les autres, mais on leur remet pas trop plein la tronche, ce qui fait qu'on n'a pas d'impression désagréable à la fin, comme ça peut être le cas sur un jeu de plateau du Trône de Fer, par exemple. Mais ça reste sympa. Nous, c'est un truc qu'on a testé sur plusieurs générations et qui se joue un peu bien avec tout le monde, donc c'est assez agréable. La thématique est jolie, sympa, aérée. Il y a un petit aéronef en 3D et tout, on met les pions dedans, c'est assez cool. Donc je recommande, surtout qu'il n'est pas très cher. Donc ça vaut le coup. Et puisqu'on parle jeu de plateau, je vais rebondir sur une news qu'on a zappée. Qui est le Kickstarter qui se lancera en fin d'année d'un nouveau jeu sur le Trône de Fer, qui est un jeu Kmon. Alors je sais pas si on le dit vraiment comme ça dans le monde du jeu de plateau, mais en gros c'est un des gros financeurs de jeux. C'est eux qui ont fait Zombicide, c'est eux qui ont fait Blood Rage récemment, Kickstarter, c'est eux qui vont sortir Rising Sun, là, qui est un jeu de plateau, cette fois dans un univers japonais. Donc c'est du lourd et ils revisitent, en fait ils se sont alliés avec ceux qui faisaient déjà les miniatures du Trône de Fer, qui sont Dark Sword miniatures, pour créer un wargame complet du coup. Donc faut guetter les news vers la fin de l'année. Apparemment le jeu est en phase de test et il fait un peu le tour des salons. Cool. Stylé. Ouais, surtout que effectivement, c'est des jeux comme Zombicide, c'est des jeux que j'aime beaucoup, donc j'ai un peu hâte. Rien à voir, tu m'as mis Command and the Radio dans la tête. Voilà. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est la fin de ce podcast épisode 1, vu que ça devait être le 0 la dernière fois. L'épisode du printemps. Parce que voilà, le printemps arrive. On espère que vous allez tous bien. Je sais pas du tout ce que je suis censé dire. Et puis voilà, on espère que ça vous a plu.
laissez-nous des commentaires, soit sur la vidéo YouTube, soit sur Facebook, soit envoyez un message. Je sais pas, il y aura sûrement des liens de contact en description de la vidéo si Chris fait bien son taf. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, en tout cas, c'est important parce que comme ça, on peut améliorer ou garder pareil si vous trouvez que c'est parfait. Ça marche aussi. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Merci d'avoir écouté. On espère que ça vous a plu. Like and subscribe. Non, on s'en fout de ça. Et puis à dans 3 mois pour le podcast d'été. Bah oui, on vous fait des bisous. Voilà. Passez un bon printemps. Oui, bon printemps.